Bonjour à tous. Et Bonjour à tous. nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette dernière journée des semaines de l'évolution professionnelle pour le dernier webinaire Focus Métier. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au métier de l'artisanat. Donc, je suis Claudie Béguet, directrice de projet Conseil en évolution professionnelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et je suis accompagnée de Madeleine Sabier, que je vais laisser Bonjour. se présenter. Et donc, pour ma part, je suis Madeleine Sabier, chef de projet emploi RH insertion au niveau de la Chambre de métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis là pour vous présenter les différents métiers de l'artisanat. Voilà, donc nous représentons toutes les deux la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ce qu'on va vous présenter, les métiers qu'on va vous C'est présenter, national. bien évidemment, sont présents sur tout le territoire national. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être simplement quelques rappels, consignes pour que le webinaire se passe bien. Voilà, sur l'outil Livestorm, vous ne pouvez pas poser vos questions en direct. En revanche, vous avez un onglet questions et on vous recommande de poser vos questions dans l'onglet questions. Juste à côté, vous avez l'onglet chat où voilà, donc on remercie toutes les personnes qui nous saluent et qui nous disent bonjour. Mais si vous avez une question, le mieux c'est qu'on les regroupe. Donc voilà, utilisez l'onglet questions pour cela. On essaiera pour certaines d'y répondre directement pendant le webinaire ou à la fin, on gardera aussi un petit temps de questions-réponses. Donc si on ne répond pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, ça devrait venir. Et puis simplement pour rappeler, alors je l'ai dit, on est le dernier jour, alors j'espère que chacun d'entre vous avait suivi au moins un ou deux autres webinaires et vous avez déjà dû avoir cette présentation, mais on est aujourd'hui dans le cadre d'un événement qui s'appelle les Semaines de l'évolution professionnelle, donc un événement national co-organisé par l'APEC, qui est l'opérateur CEP pour les cadres, et l'ensemble des opérateurs CEP régionaux pour les salariés du privé et les indépendants. Et donc au cours de cette quinzaine, eh bien, on vous a proposé un certain nombre de webinaires consacrés à toutes les thématiques liées à l'évolution professionnelle, que ce soit la reconversion, la VAE, la création d'entreprises, et bien sûr des webinaires pour vous donner des perspectives, vous donner des informations autour de métiers et notamment de métiers porteurs et qui recrutent. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler des métiers de l'artisanat. Madeleine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Claudie. Alors, les métiers de l'artisanat, donc, faudrait avancer la diapo, Romain, s'il vous plaît. Voilà, merci. Non, celle d'avant encore. Alors, voilà, parfait. Donc, les métiers de l'artisanat, en fait, c'est compliqué de présenter un métier plutôt qu'un autre, puisqu'en gros, il y a plus de 250 métiers et savoir-faire dans l'artisanat. C'est la première entreprise de France, en fait, l'artisanat en volume de salariés, sachant que l'artisanat forme et recrute par l'apprentissage, mais aussi par la formation continue ou par la formation initiale, etc. Donc, il y a beaucoup de diplômes différents. On va plutôt aborder tout ça tout de suite. Dans un premier temps, pour pouvoir parler de l'artisanat, il faut en connaître la définition. Qu'est-ce qu'une entreprise artisanale ? Une entreprise artisanale, en fait, c'est une entreprise qui est exercée ou qui exerce une activité professionnelle dans le domaine de la fabrication, de la réparation, de la transformation, de la prestation de services. Tout ça, ça peut relever de l'artisanat. Il faut être économiquement indépendant. L'entreprise doit agir pour son propre compte. Elle doit être immatriculée au répertoire national, enfin au registre national unique des entreprises, puisque depuis le 1er janvier, le répertoire des métiers et le répertoire du commerce ont été fusionnés. Pour pouvoir être aussi identifié immatriculé comme entreprise artisanale, il ne faut pas compter plus de 10 salariés au moment de sa création. Donc la majorité des entreprises artisanales sont des entreprises TPE-PME. Certaines activités sont dites réglementées. Elles nécessitent que le chef d'entreprise, un salarié ou un associé puisse justifier d'une qualification ou de minimum 3 ans d'expérience dans ce métier. Voilà un petit peu pour planter le décor de ce qu'est une entreprise artisanale. Du coup, maintenant, on va pouvoir plutôt détailler les familles de l'artisanat, ce qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi il existe près de 250 métiers dans l'artisanat. Donc, en gros, les 4 familles de l'artisanat, ce sont les familles du service, de la fabrication, du bâtiment, de l'alimentation. Donc, en gros, ça signifie que vous pouvez retrouver beaucoup de métiers qui ont pignon sur rue, comme là, les différentes
photos qu'il peut y avoir, hein, le coiffeur, la coiffure, l'esthétique, la carrosserie, la boucherie, la boulangerie, les garagistes, les ébénistes, les peintres, etc. Tout ça, ce sont des métiers qui appartiennent à ces différentes familles, alimentation, bâtiment, fabrication, service. Donc souvent, en fait, il y a beaucoup de métiers de l'artisanat qui sont souvent associés au commerce, puisque ils sont souvent artisans commerçants, notamment les boulangers, les pâtissiers, ainsi que même les garagistes. Hein, souvent, on oublie que ce sont des métiers artisanaux au départ. Alors, pour vous donner quelques chiffres, juste pour planter encore une fois le décor, j'ai que les chiffres Auvergne-Rhône-Alpes, mais si on tend Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région de France, derrière Paris, derrière Paris-Île-de-France. Donc, on peut vraiment s'appuyer sur ces chiffres et se dire que ce sont des chiffres avec une tendance plutôt nationale. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, on va compter 227 300 entreprises artisanales avec une répartition dans les 4 familles que je viens de vous présenter, qui est comme celle-ci, 38% dans le bâtiment, 37% dans le service, 15% dans la fabrication et 10% dans l'alimentaire. Donc, sur le plan national, si on reporte les chiffres, ça pourrait être 1 650 000 entreprises artisanales employant environ 2 335 000 personnes, principalement sur des TPE, PME. Si on va un petit peu plus loin, on peut aussi répartir ceci avec du coup 30% d'entreprises artisanales qui comptent au moins un salarié. Donc souvent, on est sur des entreprises où on va avoir le chef d'entreprise et son collaborateur. Donc il faut aussi garder en tête qu'on est vraiment sur des TPE et qu'on est sur des entreprises qui attendent des salariés, beaucoup de polyvalence, beaucoup d'investissement, beaucoup de l'investissement. Et en fait, c'est aussi ça qui rend le métier passionnant, c'est qu'on se retrouve avec quelque chose une entreprise dans laquelle il fait bon vivre souvent. Pour avancer encore un peu, pardon, je zappe la diapo. Hop là. Alors, 250 métiers dans l'artisanat. Des plus connus aux plus insoupçonnés, des métiers multicompétents aux métiers les plus spécifiques. On peut être du statut employé jusqu'au statut cadre supérieur. Est-ce qu'on est obligé d'être chef d'entreprise pour être artisan? Ben non. On peut travailler dans l'artisanat sans être chef d'entreprise. Des petits exemples de métiers. Donc, si vous regardez un peu les photos, ça peut peut-être vous interpeller. Connus, tapissier, coutelier, couturier, toiletteur. Moins connus ou insoupçonnés, les ambulanciers, les chauffeurs de taxi. Des métiers multi-activités ou multi-compétents. Je vous mets l'exemple d'un poseur de poêle à bois ou de cheminée. Il doit être multi-compétent dans le sens où il faut qu'il ait des notions de maçonnerie, de plâtrerie, de travail en hauteur, de zinguerie, de couvreur, de zingueur, savoir calculer un volume, avoir une vision dans l'espace, parce que c'est bien gentil de voir un plan en 2D, mais comment ça va se représenter une fois que j'aurai construit ou installé le poêle ou la cheminée. Des métiers plutôt spécifiques comme le prothésiste dentaire. Un prothésiste dentaire, il y a quand même des multi-compétences là aussi, puisqu'on va être un petit peu céramiste, un petit peu plâtrier. On va travailler avec des logiciels de dessin 3D, avec des imprimantes 3D aussi, de plus en plus. Donc, on est sur des métiers qui peuvent être très spécifiques, comme la fabrication de lames d'escrime. Pour être fabricant, on doit être un peu forgeron, on doit avoir une oreille, parce qu'on doit tester les lames avec une qualité d'écoute et d'observation pour savoir si elle est bien sans défaut. Petit aparté, les meilleures lames du monde sont fabriquées en France. Elles sont fabriquées chez Blaise Frères, qui est une entreprise près de Saint-Étienne depuis 1885. Donc, on a des métiers qui sont vraiment parfois très spécifiques, insoupçonnés et qui pourtant nécessitent des compétences qu'on peut avoir apprises à l'école. Un forgeron, il a appris le travail de forgeron à l'école. Quand je vous dis qu'on peut avoir des métiers qui vont de l'employé jusqu'au cadre supérieur, si on prend notamment les exemples dans les métiers du bâtiment, on va avoir l'ouvrier, le manœuvre de chantier, l'ouvrier qualifié, le chef d'équipe, le conducteur de travaux, le contremaître, et jusqu'à l'ingénieur, voire en passant par le métier de commercial. Donc 250 métiers, c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est pour de vrai. Pourquoi choisir l'artisanat? On va choisir l'artisanat pour un petit peu tous ces mots. Madeleine, simplement, il y avait une question, excusez-moi. Mon micro était coupé. Pardon. Du coup, Valérie nous demande une question sur ces 250 métiers.
Où peut-on avoir la liste des 250 métiers de l'artisanat? C'est compliqué de trouver cette liste, mais ça va faire partie d'une diapo d'après où vous allez pouvoir avoir des menus déroulants, etc., pour pouvoir aller chercher ces différents métiers. Mais une liste pure, c'est compliqué parce que, comme je viens de vous le dire, un forgeron, il peut travailler pour une grande industrie comme il peut travailler pour un artisan. Et en ayant une base de forgeron, il ne sera pas exclusivement forgeron. Voilà, il va pouvoir marteler du métal, forger du métal, souder du métal. Donc, on va avoir vraiment des compétences qui vont être complémentaires en fait les unes aux autres. C'est souvent ça en fait dans le métier de l'artisanat. Alors, juste pour préciser, parce qu'il y a quelques autres questions, on y répondra un petit peu plus tard sur les autres questions dans le chat. Comme vous voulez, Claudie. Je suis dispo. Alors, pourquoi choisir l'artisanat? Vous voyez, là, je vous ai fait un petit nuage de mots qui permet de reprendre beaucoup de mots qu'on entend au sein des entreprises artisanales, que ce soit par les artisans eux-mêmes, enfin les chefs d'entreprise eux-mêmes ou leurs salariés. Souvent, les personnes nous disent « j'ai la satisfaction du travail accompli ». C'est-à-dire que beaucoup de salariés qui cherchent à changer d'emploi, qui rentrent dans un conseil en évolution professionnelle, disent « je veux trouver du sens à mon travail ». Eh bien, cette satisfaction d'avoir le sentiment du travail accompli, c'est vraiment de voir le tenant et l'aboutissant de son travail, de son début jusqu'à sa fin. Quand on est dans l'artisanat, quels que soient les métiers dont je vous ai parlé, on transforme la matière première jusqu'à son produit fini. On voit vraiment le début et la fin, que l'on soit sur une chaîne de production ou que l'on soit sur un produit que l'on va fabriquer tout seul dans son atelier, de son début jusqu'à sa fin. Donc, il y a vraiment ce côté satisfaction du travail accompli, le sentiment de polyvalence, d'avoir un savoir-faire que d'autres n'ont pas, ce sont souvent des métiers de passion, des métiers de passionnés. Il y a tout un tas de compétences que l'on doit avoir une vision dans l'espace. Et cette vision, moi, j'aime bien aussi la transformer vers le visionnaire, c'est-à-dire que souvent, les artisans ont tellement de résilience qu'ils sont en capacité d'inventer et d'innover en permanence et de s'adapter en permanence. On le voit avec la crise Covid, il y a eu une vraie résilience dans toutes les entreprises et les entreprises TPE, PME. Qui ont su rebondir sans cesse et être encore aujourd'hui ouvertes. Donc, cette capacité d'adaptation, cette résilience, finalement, ce sont des challenges au quotidien. Moi, j'aime souvent dire que nos artisans, ce sont des sportifs de haut niveau parce que il faut une dextérité, il faut de l'endurance. Je vous donne l'exemple d'un coiffeur. Un coiffeur, il est debout toute la journée. Il a les bras en l'air tout le temps. Il doit avoir des gestes techniques et précis pour pouvoir manipuler des ciseaux, manipuler un sèche-cheveux, une brosse. Il y a besoin d'être en capacité de faire deux choses en même temps. Sécher tout en brossant, tout en coupant. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que dans les métiers de l'artisanat, on va vraiment acquérir plusieurs compétences et on va devenir multicompétent. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que je parle un peu trop passionnée, mais c'est des métiers qu'on aime en fait. Pardon. Les différents labels qui existent dans l'artisanat. Merci pour les pouces en l'air. Il y a plein de labels qui existent effectivement pour les métiers de l'artisanat. Donc, les maîtres artisans, les métiers de l'artisan tout court. On a des labels de reconnaissance de savoir-faire. Vous les avez ici, notamment l'entreprise d'escrime dont je vous ai parlé, de fabricant de lames d'escrime dont je vous ai parlé tout à l'heure, est une entreprise du patrimoine vivant. Donc, elle a une excellence de savoir-faire. Donc, en gros, nos artisans peuvent aussi prouver, entre guillemets, qu'ils savent faire et qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont de l'ancienneté. En gros, les artisans ébénistes de France, c'est un label. Donc, il faut rentrer dans une charte et il faut rentrer dans des exigences du label. Idem pour l'artisan de confiance. Les entreprises du patrimoine du vivant, c'est pareil, c'est un label, mais qui émane du ministère. Là, c'est un ministère qui porte ce label. Les meilleurs ouvriers de France, c'est une charte. Pour être reconnu artisan, donc avoir le petit logo bleu, on doit justifier de minimum 3 ans d'installation. Et pour être maître artisan, il faut justifier de minimum 10 ans d'installation et d'être impliqué dans la formation de la future génération d'artisans. Donc, vous voyez que l'artisanat, ça s'invente, mais pas que.
on peut aussi aller plus loin dans son métier d'artisan. On peut prouver son savoir-faire et son savoir-être, et on peut aussi transmettre son savoir-faire à la génération future. Donc c'est vraiment pour ça que l'artisanat est vraiment la première entreprise de France, parce que quand vous écoutez les informations, on entend la défense des métiers de l'apprentissage, enfin du contrat d'apprentissage, parce que les métiers de l'artisanat sont très gros consommateurs du contrat d'apprentissage et forment la future génération par l'alternance en fait. Ce qui me permet de rebondir sur les différents parcours qui vous permettent de pouvoir vous former sur les métiers de l'apprentissage, sur les métiers de l'artisanat, d'autant plus si vous voulez aller sur l'acquisition d'un diplôme. Certains métiers nécessitent de passer par cette formation initiale pour les exercer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, puisqu'on ne peut pas s'installer sur certains métiers sans avoir une expérience ou un diplôme. D'autres peuvent s'apprendre en poste de travail avec des bases acquises. Le poseur de poêle à bois, il peut être maçon et on va lui apporter des compétences pour savoir poser un poêle en toute sécurité pour les assurances et pour le consommateur. Donc, on va avoir des diplômes. 100% des diplômes sont inscrits au RNCP, donc au répertoire national des compétences professionnelles ou des certificats professionnels. On va avoir des diplômes qui émanent de l'éducation nationale, donc tous ceux qui sont en CAP, BEP, Bac Pro, etc. Et on va avoir aussi des métiers qui sont portés par les chambres de métiers et de l'artisanat, donc à savoir les fameux BTM, CTM et BM. Donc BTM, c'est le brevet technique de savoir-faire, le BTM. Le CTM, c'est un certificat, et le brevet de maîtrise, c'est un brevet de maîtrise qui donne un niveau BTS, comme vous le voyez sur ce petit schéma. Donc, on a vraiment plusieurs voies pour pouvoir rentrer sur des métiers de l'artisanat, soit par la formation continue, soit par la formation initiale, soit par la formation au poste de travail. Du coup, Madeleine, il y a beaucoup de questions sur la formation. Parmi les questions, notamment, Christine nous demande, faut-il un diplôme minimum pour être inscrit artisan ? Alors, tout va dépendre du métier sur lequel on va s'installer. Par exemple, pour s'installer en tant que coiffeur, il faut le BP ou le BM à minima. Pour s'installer en tant que boulanger-pâtissier, un CAP va suffire. Pareil pour le boucher. Donc, tout va dépendre en fait de la filière que l'on va choisir. Et du coup, Aude demande, il faut 3 ans d'expérience ou formation, mais peut-on dès la première année créer une entreprise ? Alors, tout va dépendre, encore une fois, du métier sur lequel on va s'installer. C'est-à-dire que pour les 3 ans requis, c'est pour notre entreprise peut être inscrite au répertoire des métiers et peut être considérée comme entreprise artisanale, mais le chef d'entreprise, pour être considéré artisan, va devoir justifier de 3 ans d'installation. C'est ça, en fait, la différence. Et du coup, il y a des questions par rapport, puisque on a parlé de voie initiale, et des questions sur la reconversion. Notamment, Odile demande, est-ce des métiers accessibles en reconversion ? Oui, on en a beaucoup. Tiens, j'ai un exemple la semaine dernière où j'ai un monsieur qui est rentré sur la formation pour s'installer à son compte, qui était installateur de télévision. Il y trouvait plus de sens. Et il est en train de se former et de s'installer pour être encadreur. Voilà, donc il va faire des encadrements de tableaux, il va chercher des clients qui seront certainement des musées, d'autres qui seront des clients particuliers. Voilà, donc oui, on peut aller sur la reconversion dans les métiers de l'artisanat. Et du coup, alors Nathalie demande, justement, concernant la reconversion, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un diplôme pour exercer, ou peut-on entrer dans une entreprise pour apprendre en direct, enfin, d'apprendre dans l'entreprise ? Oui, ça arrive. Voilà, poseur de poêle à bois, on peut rentrer parce qu'on était plaquiste et qu'on veut changer de métier. Il faut quand même parfois, dans certains métiers, il faut avoir une base de connaissances. On va pas s'inventer boucher, on va pas s'inventer pâtissier. Donc, il va falloir peut-être passer par un CQP, donc un certificat de qualification professionnelle, ou par un CAP. Donc, certains métiers le permettent, mais pas tous, effectivement. Voilà. Alors, du coup, Alice nous dit, le toilettage n'étant pas encore réglementé, est-on artisan même si on a suivi une formation en salon et non un BTM, CTM ?
Alors là, j'avoue que j'aurais pas la réponse. Je me suis pas documentée. C'est une bonne question. Rapprochez-vous de votre chambre de métier et de l'artisanat pour avoir la réponse. Non, franchement, là, j'aurais peur de dire une bêtise, donc je préfère pas répondre. Ouais. Alors Tony nous dit, je suis en bilan de compétences avec une volonté de reconversion. À 47 ans, la formation pour accéder au BTM ou CTM peut-elle être prise en charge? Alors oui, nos formations sont ouvertes au CPF. Alors pas toutes, mais effectivement, en fait, souvent les formations sont modulaires. Donc vous pouvez avoir certains modules qui vont pouvoir être financés par le biais du CPF. Vous en avez d'autres si vous êtes salarié qui peuvent vous être financés par l'OPCO, du coup, donc par votre employeur. En fait, ça va être encore une fois au cas par cas. Mais oui, il y a, certaines formations peuvent être financées par le biais du CPF. Et alors, autant pour la question d'avant, voilà, vous avez dit rapprochez-vous de votre chambre des métiers. Là, je vous dirais, eh bien, écoutez, rencontrez un conseiller en évolution professionnelle qui pourra vous aider Exactement. en fonction de votre situation, du diplôme visé, de son inscription voilà, au RNCP, du montant total, vous accompagner aussi dans le cadre d'une reconversion, pourquoi pas vers le dépôt d'un projet de transition professionnelle qui pourrait aussi être une voie de financement. Mais là, je vous encourage aussi à rencontrer vos conseillers en évolution professionnelle. Tout à fait. Alors, Sylvie nous dit, est-ce que l'expérience en entreprise du patrimoine vivant peut permettre d'acquérir une qualification reconnue? Alors, il faudrait être plus précis dans la question. En fait, c'est l'entreprise EPV est une entreprise qui a obtenu un label parce qu'elle peut justifier d'un passif, d'une évolution professionnelle, d'une évolution technique, etc. Est-ce que le salarié ayant travaillé dans cette entreprise a une qualification spécifique? J'aurais tendance à répondre non. Par contre, effectivement, sur un CV, de dire que vous avez travaillé dans une entreprise du patrimoine du vivant, il y a quand même un gage de qualité, d'apprentissage et de sérieux, en fait. Voilà, une entreprise du patrimoine du vivant, c'est effectivement une entreprise qui garantit d'un savoir-faire et qui garantit d'un savoir-faire sur la durée, avec aussi ces évolutions technologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des forgerons, mais on a dans cette entreprise d'escrime, si je reprends cet exemple-là, mais cette entreprise s'est aussi modernisée, puisqu'aujourd'hui, elle a des machines à commande numérique, elle a des ordinateurs. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se sont modernisées dans ce métier de l'EPV. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Mais là-dessus, j'aurais aussi envie de dire, n'hésitez pas à rencontrer un conseiller en évolution professionnelle qui peut aussi vous aider par rapport à votre expérience, voir ce qui effectivement peut être permettre d'être reconnu. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être reconnues par voie de la VAE, par exemple? Mais oui. Après, il faut regarder au cas par cas. C'est vrai que dans un webinaire, c'est parfois compliqué de répondre sur des cas particuliers. Et notamment, on nous dit, est-ce qu'on peut se former soi-même, par exemple dans la poterie, et ne pas passer de CAP alors qu'on veut se professionnaliser? Alors, est-ce qu'on conseille de se former soi-même ou plutôt de passer par une formation extérieure? Tout est possible. On a des personnes qui s'installent en micro-entrepreneurs qui n'ont pas forcément une qualification en poterie. Encore une fois, on est sur un métier, la poterie, qui n'est pas forcément un métier réglementé et qui ne nécessite pas de justifier d'un diplôme à l'entrée. Donc, à partir du moment où vous voulez vous immatriculer en micro-entrepreneur, par exemple, pour pouvoir vendre vos poteries sur un marché de Noël ou quoi que ce soit, oui, vous pouvez vous auto-former. À partir du moment où vous avez quelque chose qui, entre guillemets, est vendable, je ne sais pas quelle est votre capacité de travail ou de artistique, mais voilà, à partir du moment où vous avez quelque chose qui peut être vendu et qui ne nécessite pas de justifier d'une qualification, oui, vous pouvez vous installer et vous être auto-formé pour ce métier-là, oui. Et du coup, alors, encore une question sur la formation de Aude. 4 ans d'école de commerce et 15 ans d'expérience, mais pas dans l'artisanat. Faut-il 3 ans de formation quand même? Non, pas nécessaire. Alors, tout dépend encore une fois du métier sur lequel vous allez aller. Voilà, c'est pas votre passé professionnel qui fait que vous pouvez justifier d'être artisan dans le métier où vous allez vous installer. Alors, je vous donne l'exemple d'une femme de boucher. Monsieur est boucher qualifié, il a un CAP, il a créé sa boucherie. Madame est vendeuse dans la boucherie. Après 3 ans d'exercice dans la boucherie de son mari, madame peut justifier de 3 années d'expérience en tant que bouchère. Voilà. Elle ne pourra pas découper de la viande. Enfin,
elle, une fois qu'elle sera installée à son propre compte, si jamais elle veut s'installer à son compte, elle aura très certainement besoin dans sa boucherie de quelqu'un de compétent pour couper la viande. Mais en attendant, elle peut permettre à quelqu'un de s'installer parce qu'elle peut justifier de ses 3 années d'expérience. Alors après, on va avancer, mais juste une dernière question dans le même sens. Pour un auto-entrepreneur en retoucherie, est-ce qu'on peut se former aussi tout seul? Alors la retoucherie, je suppose que c'est la retoucherie en couture. C'est ce que j'en comprends aussi, mais c'est pas précisé. Voilà. Il n'y a pas de pouce en l'air qui sort, donc on va dire que c'est la couture. Alors c'est pareil, la couture n'est pas forcément un métier réglementé, donc oui, on peut s'être auto-formé et être en capacité de pouvoir faire de la couture, retoucher un bas de pantalon, un rideau ou quoi que ce soit, et oui, pouvoir s'installer à son compte sans avoir forcément la qualification. Mais encore une fois, hein, ça c'est du cas par cas, donc il faut se renseigner auprès de sa chambre de métier au moment de l'installation pour être sûr que aussi les règles n'aient pas changé, parce que les chambres de métier, les chambres de commerce, tous les consulaires, c'est du régalien hein, ce qu'on fait. Donc là, les règles que je vous donne, c'est l'État qui a décidé que pour s'installer, il faut s'installer avec ces règles-là. Donc ça peut évoluer du jour au lendemain. Donc ce que je dis aujourd'hui n'est peut-être pas valable demain. En tout cas, on voit que dans le chat, il y en a qui écoutent attentivement, puisque Alice a déjà vient de appeler justement sa chambre des métiers à Béziers, notamment pour la question du toiletteur. Enfin voilà, elle dit un toiletteur est un artisan en ayant le BTM ou pas, ça ne change rien car c'est l'activité qui fait le statut et ce n'est effectivement pas réglementé. Donc il y en a qui sont déjà passés à l'action. Et juste une dernière question et après on passera à la suite parce que ça peut... J'imagine être intéressant pour tout le monde. Pouvez-vous préciser l'acronyme BTM? Alors, BTM, c'est le brevet technique des métiers. Le CTM, c'est le certificat technique des métiers. Et le BM, c'est le brevet de maîtrise. Donc, en fait, le fait qu'il y ait le mot métier derrière, c'est parce que c'est un diplôme qui émane des chambres de métiers et de l'artisanat. Du coup, on peut poursuivre. Et juste pour préciser, je sais qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, mais on y répondra plus tard. On essaye d'y répondre en fonction. C'est pour les personnes qui ont posé des questions, qui ne s'inquiètent pas. J'essaie juste de les prendre par thématique. Donc là, alors pour reprendre un petit peu, parce que là, ça a été un petit peu long, je vous ai présenté l'artisanat, je vous ai parlé rapidement des différentes catégories de métiers dans l'artisanat, enfin des différents métiers dans l'artisanat, comment accéder à l'artisanat par le biais de la formation. Et maintenant, je vais un petit peu plus vous donner les différents métiers de l'artisanat qui aujourd'hui recrutent. Donc, je vous ai trouvé un top 10 des métiers de l'artisanat pour 2023. Donc, si vous regardez un petit peu ce top 10, on a pas mal de métiers qui sont plutôt dans la rénovation de l'habitat, donc le chapiste, le projeteur de polyuréthane, le plombier, le menuisier, l'électricien. Mais vous voyez que ça ne s'arrête pas qu'à ça, puisqu'on a quand même aussi les métiers de carreleur mosaïste, de coiffeur, d'électricien, de boulanger, de boucher et de mécanicien automobile, qui sont aujourd'hui aussi des métiers dits en tension. Alors, ils sont en tension par manque de main-d'œuvre. De deux types, que ce soit le manque de main-d'œuvre candidat à la formation, mais aussi le manque de main-d'œuvre de candidats qualifiés. Donc, c'est vrai que ce sont des métiers en tension aujourd'hui et que des fois, les carnets de commandes sont longs. Dans le sens où le client peut avoir des délais de livraison de chantier à 3, 6 mois, voire 12 mois parfois, parce que on manque de bras dans ces métiers-là et que du coup, plutôt que de refuser un chantier, on préfère annoncer à un client que son chantier va se faire dans un délai un petit peu plus long que prévu. Donc aujourd'hui, on peut compter à peu près 50 000 postes qui sont à pourvoir aujourd'hui, tout secteur d'activité artisanale confondu. Donc, il y a de l'opportunité en fait dans les métiers de l'artisanat. Il y en a 250, je vous en ai mis que 10. Justement, Sophie posait la question, où peut-on avoir des informations sur les métiers de l'artisanat en recherche de candidats et par région? Sur les plateformes, sur les job boards, en fait, les job boards, toutes les offres d'emploi qui sont déposées sont susceptibles moins d'une sur deux, plus d'une sur deux sont des entreprises artisanales qui recrutent. À partir du moment où vous êtes dans une entreprise qui est souvent de moins de 10 personnes, c'est souvent un artisan qui recrute. Alors, Tony demande juste 50 000 postes, est-ce que c'est en France ou en Auvergne-Rhône-Alpes? Non, c'est France entière, là. Non. On a beaucoup de postes à pourvoir, mais pas quand même 50 000. C'est France entière, les 50 000 postes. Mais ça fait beaucoup déjà, 50 000 postes.
en nombre de régions, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Claudie? Plus sur ce sujet. Il y a d'autres questions, mais qui sont sur d'autres sujets, donc on y répondra après. D'accord. Alors, ça, c'est une partie de réponse justement à votre question. Où peut-on se renseigner sur les métiers de l'artisanat? Sur plein de choses, en fait. Vous pouvez vous renseigner sur les métiers de l'artisanat, que ce soit sur les salons, sur les événements organisés au niveau régional, au niveau national. Là, je vous ai mis des petites affiches d'événements qui ont eu lieu en 2023, voire un là qui a lieu prochainement à Versailles, hein, le salon du Made in France. Notamment les chambres de métiers de l'artisanat représentent toutes les régions de France, ont eu pour mission de représenter chacun de leurs départements, donc chaque département de France a minimum 1 à 2 artisans qui seront sur le salon du Made in France. Il y a plein de métiers, hein. Vous avez des cordonniers, des ébénistes, vous avez des entreprises qui fabriquent des choses par la commande numérique. Enfin, il y a vraiment de tous les métiers qui vont être représentés, ne serait-ce que sur le salon du Made in France. Après, renseignez-vous, ayez l'oreille tendue parce que tous les ans, il y a la semaine de l'artisanat qui a lieu au mois de juin. Là, vous avez là, vous avez une petite vidéo, une petite photo là qui présente des jeunes qui ont des casques à réalité virtuelle. On peut vraiment découvrir les métiers de l'artisanat, soit sur le terrain, soit par le virtuel, soit par le numérique, soit par le biais de salons. La rencontre avec les artisans, les journées européennes des métiers d'art. C'est aussi, alors là, on est sur des métiers artistiques, on est sur des métiers très spécifiques. Vous allez avoir la joaillerie, vous allez avoir la peinture, la rénovation de tableaux, etc., les tapissiers, décorateurs. Tous les métiers sont représentés dans les GEMA. Tous les ans, on a ce que l'on appelle les WorldSkills aussi qui ont lieu. Donc là, c'est plus à destination du jeune public, mais pas que. On a des personnes compétiteurs qui sont des personnes en reconversion qui candidatent aux WorldSkills. Et après, vous avez tous les marchés de Noël qui ont lieu autour de chez vous. Il y a des foires, des expositions, vous avez des salons, vous avez des portes ouvertes d'ateliers qui peuvent avoir lieu. Faut pas hésiter à toquer aux portes. Je vous ai mis un petit QR code. Là, n'hésitez pas à le scanner. Mais je sais qu'apparemment, tout le monde est proactif aujourd'hui, donc je pense qu'il y en a qui l'ont scanné. Donc, ce QR code vous renvoie vers justement un site internet qui vous permet de découvrir les 250 métiers de l'artisanat et qui vous permet de pouvoir, par le biais d'un moteur de recherche, etc., d'aller piocher un petit peu les différentes formations qui y sont associées, etc. Mais après, par rapport à la recherche d'emploi, effectivement, vu qu'on n'a pas notion de quels métiers sont dans l'artisanat, et bien souvent, on y postule sans savoir. Moi, là, actuellement, j'ai une entreprise qui fait de l'aménagement de véhicules utilitaires légers. Et dans ses corps de métier, il y a un électricien, il y a un carrossier, il y a un peintre, il y a un ingénieur et il y a quelqu'un qui sait utiliser les logiciels 3D pour créer des plans pour pouvoir agencer correctement le camion ou le véhicule léger. Donc voilà, tout plein de métiers. Dans les questions, voilà, Marie-Gabrielle demandait où se renseigner sur le métier si on n'a jamais travaillé dans le secteur ou qu'on n'a pas de diplôme, par exemple pour un CAP de cuisinier. Et juste par rapport à tout ce que vous avez dit, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que quand vous êtes accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, vous avez aussi la possibilité de réaliser en fait des stages d'immersion en entreprise, y compris si vous êtes salarié. C'est-à-dire que nous, les personnes qu'on accompagne dans le cadre du CEP, qui sont exclusivement des salariés du secteur privé, on peut mettre en place des conventions pour que vous alliez vraiment découvrir le métier en entreprise pendant 3 jours, 4 jours. Alors, c'est des stages, par contre, qui se font généralement en dehors du temps de travail, sauf si votre entreprise, votre employeur est d'accord que vous fassiez ces immersions pendant le temps de travail, mais généralement ce n'est pas le cas, et donc ça se réalise plutôt en dehors du temps de travail, mais sachez que ça existe et que c'est aussi une très bonne manière de mieux vous rendre compte de la réalité, notamment un cuisinier. C'est quoi son quotidien, c'est quoi ses conditions de poste, ses conditions d'emploi, quelles sont réellement les tâches qu'il fait chaque jour. Voilà, aller déjà passer 3-4 jours avec un chef de cuisine dans un restaurant, ça peut vous permettre d'en savoir plus. Et voilà, dans le cadre du CEP, c'est tout à fait possible, légal et sécurisé. Tout à fait.
Alors pour ma part, j'en ai fini. Donc s'il y a d'autres questions, Claudie, à moins que tu finisses toi d'abord ta présentation, je sais pas. Non, je pense qu'on va d'abord répondre aux questions, puisque la fin de la présentation, c'est rappeler, comme on le fait dans tous les webinaires, ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Mais il y a encore pas mal de questions. Simplement, Agnès demande s'il est possible d'avoir le lien correspondant au QR code également. Mais Oui. voilà, sachez que si vous voulez la présentation, c'est possible. Il suffit que vous en fassiez la demande auprès du mail que vous avez, le mail de confirmation du webinaire. Donc, vous pouvez répondre. Alors, c'est une adresse en no reply, mais vous pouvez répondre et demander la présentation. Et à ce moment-là, on vous l'enverra. Donc, je pense qu'on pourra rajouter dessus le lien correspondant au QR code. Tout à fait. Alors après, il y avait des questions donc, auxquelles on n'a pas forcément répondu. C'est pour ça que je les ai gardées pour la fin, qui étaient plutôt aussi par rapport au statut d'artisan. Par exemple, Annelise nous demandait quid de la cotisation pour la retraite et l'assurance maladie pour les artisans. Alors, à partir du moment où un artisan déclare du chiffre d'affaires, il cotise à tout, au même titre qu'un salarié. L'avantage du salarié, c'est que normalement, il a une carrière linéaire et que sa cotisation, elle est en lien avec son activité et son salaire qu'il perçoit tous les mois. L'artisan, la différence par rapport au salarié, c'est que lui, c'est vraiment en fonction de son chiffre d'affaires. Donc, on sait tous qu'une entreprise n'est jamais linéaire, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Donc, il y a des périodes où on cotise bien et des périodes où on cotise moins bien. Et du coup, à la fin de carrière de l'artisan, ce sera son bilan de carrière au même titre qu'un salarié, où on va lui faire la moyenne de tout ce qu'il aura cotisé sur les 20 ou 25 années qu'il aura cotisé. Donc en fait, voilà, à partir du moment où un chef d'entreprise déclare du chiffre d'affaires ou qu'il déclare un salaire, s'il est travailleur salarié de son entreprise, il cotise forcément à tout. Il cotise à la sécurité sociale, à la CAF, à la retraite, etc. Mais bien entendu, il est conseillé d'avoir une complémentaire à côté, parce que c'est toujours bon. Et justement, Flore demande, en termes de rémunération, les métiers de l'artisanat sont-ils attractifs ? Alors, on a de tous les salaires. Ça revient un petit peu à la diapo que je voulais vous montrer avant. Effectivement, on peut avoir, ça va du SMIC jusqu'à 8 000 euros. On peut avoir vraiment un boucher, par exemple, peut commencer sa carrière à 1 800 et aller jusqu'à 2 500 euros de salaire. Donc là, je parle bien du salarié. Le chef d'entreprise, il a le salaire qu'il souhaite se verser ou qu'il peut se verser. Donc, on a vraiment tout type de salaire dans l'artisanat. On peut avoir, oui, comme je viens de vous le dire, on peut avoir des salaires au SMIC, comme on peut avoir des salaires jusqu'à 3 200 euros bruts, voire plus encore. Et justement, si on revient en arrière par rapport aux cotisations, Nathalie demande qu'en est-il si nous sommes auto-entrepreneurs ? C'est la même chose. Le micro-entrepreneur, alors tout dépend si vous êtes en activité complémentaire, donc ça va savoir si vous gardez une activité salariée ou pas. Donc si vous êtes en activité complémentaire, vous cotisez du côté salarié et vous cotisez en fonction du chiffre d'affaires que vous déclarez. Et si vous êtes en activité exclusive, c'est pareil, vous cotisez en fonction du chiffre d'affaires que vous déclarez. Alors la question de Maxime qui dit, de manière générale, si j'ai un master, le métier visé, par exemple, est ébéniste menuisier. Est-ce que je peux juste faire la partie technique de la formation ? Là, je pense que de manière globale, la question c'est si on a déjà un diplôme de niveau supérieur, est-ce qu'on est obligé de suivre l'intégralité d'un CEP, d'un BTM, ou est-ce qu'on peut être exonéré d'une partie ? Alors, en général, oui. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Mais effectivement, sur certains diplômes de type CAP, Bac Pro, etc., BTS, il peut arriver qu'effectivement, vous économisiez 1 à 2 années et que vous intégriez directement à un niveau technique. Mais, comment dire ? C'est-à-dire que quand vous n'avez pas... Sur les diplômes éducation nationale, c'est bénéfique parce que ça vous économise toute la partie un petit peu transverse. Mais sur la partie technique, ça peut parfois être un peu entre guillemets handicapant. C'est pas du tout péjoratif, mais dans le sens où un jeune qui est passé par le CAP et qui arrive au Bac Pro, il a forcément plus de technique que celui qui démarre directement au Bac Pro.
Mais effectivement, il peut y avoir des économies d'années d'études à partir du moment où vous avez fait une formation plutôt dans le cursus dit normal et que vous revenez sur un cursus un peu plus manuel. Alors ensuite, il y a la question de Claire qui nous dit « À bientôt 60 ans, une reconversion dans un métier d'art est-elle vraisemblable ?» Tout est possible. Là, enfin, pour moi, là, après, moi, je suis pas une bonne RH, mais parce que moi, tout est possible à n'importe quel âge de la vie. Donc oui, pourquoi pas. Après, je sais pas quel est votre parcours, je sais pas quelles sont vos compétences et vos savoir-faire, mais oui, on peut se reconvertir à n'importe quel âge. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, c'est une question un petit peu générale auquel il est difficile de répondre sans avoir plus de contexte parce que moi, j'ai aussi envie de dire, tout dépend combien de temps vous avez ensuite envie d'exercer votre métier d'art. C'est à vous aussi de peser l'ensemble des facteurs avant de voir si effectivement ça vaut le coup de s'engager dans une reconversion à 60 ans. Mais je pense que ça peut valoir le coup aussi. Mais je suis comme vous, moi, Madeleine. Alors après, une question très précise. Est-ce que le métier de facilitateur graphique est considéré comme un métier d'artisanat ? Alors, je connais pas exactement ce métier-là, mais je sais qu'on a la réprographie qui est et l'imprimerie qui est dans les métiers de l'artisanat. Donc, il est fort probable que celui-ci le soit également. Mais là, j'avoue que pareil, je vous inviterai à vous rapprocher de votre CMA. Et Patricia demande si le cumul emploi salarié et auto-entrepreneur est toujours possible. Oui, toujours possible. Voilà. Après, tout dépend si vous travaillez dans la fonction publique ou pas. Puisque dans la fonction publique, votre employeur peut exiger que sous 3 ans, vous fassiez un choix de savoir si vous restez en fonction publique ou pas. Mais oui, le cumul emploi salarié et micro-entreprise est tout à fait possible. Et puis, il y avait la question de Milena qui nous parlait, quand j'ai parlé tout à l'heure des stages d'immersion et PMSMP, elle nous dit il y avait un webinaire sur les stages d'immersion en entreprise. Est-ce bien la PMSMP? Peut-on avoir le lien de présentation? Et du coup, alors Romain, et merci Romain, avait répondu dans le chat, mais ça donne quand même l'occasion de le redire à tout le monde, c'est que l'ensemble des webinaires des semaines de l'évolution professionnelle seront disponibles sur notre chaîne YouTube à partir de ce soir, puisque voilà, ça se termine ce soir. Donc, pour le coup, ce webinaire, vous pourrez le regarder tranquillement, effectivement, à partir de ce soir, puisqu'effectivement, c'est bien la PMSMP, l'immersion en entreprise dont je parlais tout à l'heure. Alors, il me semble qu'on a dû répondre à toutes les questions. Ah non, du coup, il y a une question qui revient effectivement auquel on n'avait pas répondu, qui est aussi très précise sur un cas particulier. J'ai des tendinites et des kystes dans mes 2 poignets. J'aimerais me reconvertir dans l'artisanat. Pouvez-vous me conseiller un métier? J'ai fait un stage d'1 semaine dans un restaurant, mais maintenant, je ne peux plus tenir, par exemple, des casseroles. Alors là, Isabelle, c'est un peu particulier comme question. Là, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'il faut que vous vous rapprochiez de votre service de santé au travail et de Cap Emploi pour bien évaluer quelles sont déjà les préconisations qui peuvent être faites par rapport à votre pathologie. Après, est-ce qu'il y a des métiers qui portent pas? Est-ce qu'il y a à la limite, moi, j'aurais tendance à vous dire pourquoi pas être vendeuse en boulangerie. Mais est-ce que c'est vraiment en lien avec votre pathologie? Je ne sais pas vous répondre là. Là, c'est vraiment trop spécifique votre question. Je suis désolée, Isabelle. Il y avait la question de Christine qui était: est-ce possible d'être artisan et de proposer des ateliers créatifs? Oui, tout à fait. On en a beaucoup qui le font. Souvent, là où on met le petit curseur, c'est que vous soyez attentif à savoir qu'est-ce que vous voulez faire de ces ateliers créatifs. Est-ce que vous voulez qu'ils soient rentables? Est-ce que vous voulez que ce soit juste une mise en découverte? Est-ce que vous voulez que ça soit une porte d'entrée à vendre vos produits derrière? Voilà. Ça se réfléchit un atelier créatif parce que c'est du temps de préparation, c'est du temps d'animation, du coup c'est un coût. Donc oui, c'est possible de le faire. Maintenant, à vous de réfléchir à comment vous voulez les conduire et sous quelles conditions. Alors, a priori, on a répondu à toutes les questions dans le chat. Donc, je vais me permettre de vous passer les quelques slides et vous expliquer quels conseils en évolution professionnelle. Et puis, si jamais il y a de nouvelles questions qui émergent dans cette partie-là et vous vous dites « Ah, mais j'ai pas posé cette question à Madeleine », et on pourra les prendre. On a encore quelques minutes après cette présentation. Donc simplement, voilà, pour vous rappeler quel conseil en évolution professionnelle. Alors, si vous avez suivi, et je l'espère, d'autres webinaires dans le cadre de cette quinzaine, vous avez déjà dû l'avoir. Vous devez déjà être incollable sur ce qu'est le CEP, mais pour ceux qui
verrai que celui-ci. On se permet de vous redire que le CEP, c'est un service public, une mission de service public qui permet en fait d'accompagner tous les actifs dans un projet, enfin en tout cas sur leur situation professionnelle et dans un projet qui vise l'évolution professionnelle. Donc en tant que service public, c'est complètement gratuit pour le bénéficiaire qui souhaite être accompagné dans le cadre du CEP, et c'est un accompagnement qui est confidentiel. Aujourd'hui, si vous êtes salarié, nous, on n'aura aucun contact avec votre entreprise et votre employeur, sauf si c'est votre demande, si par exemple vous souhaitez qu'on vous accompagne pour présenter certaines choses auprès de votre employeur, mais sinon on n'a bien sûr aucun contact avec votre employeur et c'est un service parfaitement confidentiel. Et puis ça reste aussi un service qui est neutre et impartial, puisque aujourd'hui nos conseillers ils ne vont pas vous dire, ils vont surtout vous aider à aller investiguer votre projet et à mettre en place les actions et le plan d'action pour le concrétiser et pour mettre en place un projet qui soit réaliste, crédible et qui a toutes les chances de réussir. Mais ils ne vous diront pas d'emblée oui ou non, il faut faire ceci ou il ne faut pas faire cela. C'est pas le rôle du CEP, c'est vraiment de vous aider à travailler votre projet et vous donner toutes les clés et les outils pour avancer sur votre projet. Donc, je vous ai dit, c'est un service qui est accessible à tous les actifs. Simplement, en fonction de votre situation professionnelle, vous ne vous adresserez pas au même opérateur du conseil en évolution professionnelle. Donc, pour les cadres, qu'ils soient en emploi ou sans emploi, votre opérateur du conseil en évolution professionnelle, ce sera plutôt l'APEC. Les demandeurs d'emploi sont accompagnés par Pôle emploi. Les jeunes de moins de 26 ans sont accompagnés par les réseaux d'émissions locales. Les personnes qui sont en situation de handicap et qui pour qui le handicap constitue un frein dans leur projet d'évolution professionnelle vont plutôt être accompagnés par le réseau des Cap Emploi. Et pour les salariés du secteur privé et les indépendants, l'État en fait a sélectionné un opérateur sur chacune des régions de France, donc qui peut être différent, mais qui va accompagner toutes les personnes qui ont un contrat de droit privé ou les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs par exemple, sont tout à fait éligibles à ce service. Et du coup, je vois la question qui est, je suis en arrêt maladie, RQTH, mais sans employeur, puis-je voir un CEP? J'en conclus que vous êtes demandeur d'emploi, si je comprends bien, et à ce moment-là, votre opérateur, ce sera plutôt Cap Emploi ou Pôle emploi qui pourront vous accompagner. Par contre, si vous étiez en arrêt maladie alors que vous avez un emploi, un contrat de droit privé, là, vous pouvez sélectionner soit Cap Emploi ou également l'opérateur privé puisque vous avez un contrat. Et si vous souhaitez, alors attendez, je passe tout de suite un peu plus loin la diapo. En tout cas, par rapport à votre situation, si vous souhaitez rencontrer et trouver facilement l'opérateur CEP que vous devez solliciter en fonction de votre situation, le plus simple, c'est d'aller sur mon-cep.org. Vous avez un petit moteur de recherche. Vous rentrez votre situation professionnelle, le lieu où vous habitez, le nombre de kilomètres que vous êtes prêt à parcourir. Et là, automatiquement, vous aurez tous les lieux d'accueil qui peuvent vous accompagner dans le cadre du CEP. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser ce moteur de recherche. Et puis peut-être pour terminer sur le CEP, l'idée c'est de dire que le conseil en évolution professionnelle, en fait, il accompagne toutes les situations et tous les projets professionnels, et même d'ailleurs des personnes qui n'ont pas de projet, mais qui se posent des questions et qui aimeraient rencontrer un conseiller qui aurait peut-être un regard neutre et impartial et qui pourrait les aider à prendre du recul sur leur situation. Donc il n'y a même pas besoin en fait d'avoir un projet pour rencontrer un CEP. Il faut simplement aussi avoir des questions et souhaiter échanger sur sa situation professionnelle. Mais sinon, on accompagne vraiment tout type de situation, tout type de projet, que ce soit la reconversion qu'on a citée tout à l'heure. Donc voilà, on accompagne beaucoup de projets de reconversion, des personnes qui souhaitent créer ou reprendre leur entreprise, des personnes qui souhaitent valoriser leur expérience et qui, par exemple, aimeraient engager une démarche de VAE. Mais on accompagne aussi des personnes qui souhaitent engager une mobilité interne et qui ont envie d'être accompagnées pour, par exemple, préparer un argumentaire pour présenter leur projet auprès de leur employeur. Donc vraiment, le CEP, il s'adapte et nos conseillers, en fait, vont adapter et construire l'accompagnement vraiment en fonction de votre projet et de votre situation. Et comment ça se passe? Eh bien, quand vous prenez rendez-vous, globalement, vous avez un premier rendez-vous qu'on va appeler le conseil individualisé qui vous permet vraiment de faire le point sur votre situation professionnelle.
là où vous en êtes, ce que vous avez fait, des freins éventuels, des contraintes, vos envies. On répond aussi, le conseiller répond à un certain nombre de questions et puis il va commencer à identifier des démarches possibles, des pistes, peut-être un plan d'action. Vous pouvez vous arrêter là, parce qu'il y a pour beaucoup de personnes, finalement, un rendez-vous, ça permet de clarifier beaucoup de choses et puis ils repartent du bon pied dans leur situation professionnelle. Et si vous souhaitez aller plus loin, on peut aussi vous accompagner vers la formalisation et la mise en œuvre d'un projet, de votre projet. Donc voilà, et là, il y aura peut-être différentes modalités en fonction du projet. Ça peut être des rendez-vous en présentiel, des rendez-vous en distanciel, on peut intégrer des stages, parfois des ateliers collectifs, enfin voilà, toutes les modalités qui vont vous permettre d'avancer et de cheminer dans votre projet. Et donc, je remets le site maintenant pour prendre rendez-vous avec un conseiller. Voilà, notez ce site, c'est là où vous trouverez très facilement votre opérateur du conseil en évolution professionnelle. L'immersion en entreprise, est-ce possible en arrêt maladie? Oui, c'est possible. Par contre, il faut l'accord du médecin conseil. Mais justement, il y a donc il faut bien demander l'accord du médecin conseil. Et dans ce cas-là, si vous êtes en arrêt maladie, donc effectivement, on peut faire des PMSMP, celles qu'on met en place dans le cadre du CEP, mais il existe aussi l'essai encadré qui peut aussi être bien adapté. Donc ça, c'est pareil, le mieux, c'est d'en parler à un conseiller, soit peut-être vous êtes suivi par le service social de la CARSAT, et si c'est pas le cas, en CEP, on va pouvoir vous accompagner. Mais donc, oui, c'est possible, par contre, il faut impérativement l'accord du médecin conseil. Donc voilà pour la présentation du CEP, donc il nous reste quelques minutes, je vois qu'il y a de nouvelles questions, donc on va peut-être y répondre. Connaissez-vous des artisans qui ont pu créer ou reprendre un commerce sans apport personnel? Un financement bancaire sans apport, voilà, c'est très précis aussi. Oui, effectivement, il y a des artisans qui peuvent s'installer avec exclusivement du crédit bancaire. Alors, je vous cache pas que là, depuis la crise Covid, les crédits bancaires sont très très difficiles à obtenir, d'autant plus si vous n'avez pas d'apport personnel. Donc, ça reste quand même conseillé. Après, il est bien quand même d'avoir un apport personnel puisque dans la quasi-totalité des métiers de l'artisanat, il faut avoir un fonds de roulement. Il vous faut toujours de la matière, il vous faut anticiper les commandes, les livraisons, etc. Donc, avoir un apport personnel, ça reste quand même bien plus prudent. Ah oui, et là, vous avez répondu en direct. Si l'on souhaite se reconvertir dans l'artisanat en faisant un CAP, risquons-nous de perdre nos diplômes supérieurs précédents en cas d'échec du CAP? Alors, non, vous perdez pas le bénéfice de vos diplômes. De toute façon, je crois que ça n'existe plus, cette partie-là. Mais par contre, si vous obtenez le CAP du métier que vous visez, selon l'entreprise qui va vous recruter, vous allez rentrer dans une convention collective qui va être spécifique à l'entreprise. Et du coup, selon les conventions collectives, certains diplômes peuvent être valorisés et d'autres pas, parce que en lien avec le métier visé ou pas. Donc ça, encore une fois, c'est du cas par cas. Eh bien, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait aussi des spécialistes dans le chat qui ont pu aussi eux-mêmes répondre à des questions. J'ai vu qu'il y avait eu des liens qui ont été partagés aussi, notamment vers le site l'artisanat.fr. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont contribué aussi dans le chat pour faire vivre ce webinaire. S'il n'y a plus de questions... Alors, juste, je vois une question qui est apparue en disant s'il n'y a plus de questions, est-ce possible de prendre contact dans le cadre d'un projet concernant la seconde partie de carrière où rien n'est mis en place par mon entreprise? Alors, si la question c'est est-ce possible de rencontrer un CEP pour parler de sa deuxième partie de carrière, la réponse est oui, évidemment. Je vous l'ai dit, j'ai dit pour tous les projets, mais j'aurais pu dire à tous les âges. Souvent aussi, on avait... dans le chat, on a souvent les questions, voilà, moi j'ai un peu ce qu'on a eu tout à l'heure, j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, est-ce que ça vaut encore le coup de réfléchir à ma situation professionnelle? Oui, si vous en avez envie, ça vaut encore le coup. Et d'ailleurs, on a eu un webinaire sur sa carrière, gérer sa carrière après 50 ans. Donc, si votre question était est-ce que c'est possible de prendre contact avec un CEP pour parler de sa seconde partie de carrière, la réponse est oui. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à l'intégralité maintenant des questions. Donc, j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes et vous a permis d'en savoir plus sur les métiers de l'artisanat. Moi, je remercie chaleureusement Madeleine pour son intervention et sa passion par rapport à ces métiers.
Merci C'était pour passionnant. l'invitation, J'ai appris Claudie. des choses également, donc c'était passionnant. J'ai pas répondu à la question, Claudie, de ce qu'est un chapiste d'ailleurs. Ah, Un chapiste, c'est quelqu'un qui fait des chapes, donc qui fait le réagréage dans les maisons. C'est pour ça que ça va avec les métiers de la rénovation notamment. Voilà, j'ai répondu à votre question, Claudie. Merci beaucoup. Effectivement, je connaissais pas ce métier. S'il n'y a plus de questions, il nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit déjà, une très bonne après-midi. Il reste encore 3 webinaires, il me semble, dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc n'hésitez pas, vous avez encore 3 chances d'en savoir plus sur l'évolution professionnelle. Et on était très heureux de passer ce temps avec vous et on vous souhaite une très bonne journée. Et merci encore, Madeleine. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci.